Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Voici ce que la plupart des gens croient au sujet des crises économiques. Elles surviennent soudainement. Les marchés s'effondrent du jour au lendemain, les banques ferment sans prévenir. Les rayons se vident en quelques heures. Un jour, tout va bien. Le lendemain, non. Et il n'y a aucun moyen de le voir venir, à moins d'avoir accès à la bonne information au bon niveau. C'est une histoire captivante, et elle est presque totalement fausse. Car lorsque vous étudiez réellement comment les effondrements économiques se déroulent, les vrais, pas la version reconstruite après coup, chaque crise majeure de l'histoire moderne a été précédée par des mois, parfois des années, de signaux d'alerte visibles, lisibles et accessibles. Pas dans des rapports confidentiels, pas sur des terminaux financiers coûtant 10 000 $ par mois, mais dans les épiceries, les stations-service, les halls de banque, les files d'attente des pharmacies et les quartiers. Les signaux étaient là. La plupart des gens sont passés juste devant. Non parce qu'ils étaient sots, mais parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils regardaient. C'est la seule chose qui sépare ceux qui s'en sont sortis de ceux qui ont été piégés. À Chypre en 2013, les titulaires de comptes ont perdu jusqu'à 50% de leur épargne en un seul week-end. Les signaux étaient diffusés depuis 11 mois. En Allemagne de l'Est, en 1988, les médicaments courants ont commencé à disparaître des pharmacies. 18 mois plus tard, le gouvernement ne pouvait plus se permettre de les importer et a ensuite cessé d'exister. En Corée du Sud, en 1997, les sociétés de transport de marchandises ont discrètement réduit leurs opérations pendant près d'un an avant que la monnaie ne s'effondre et que le pays ne se tourne vers le FMI. Aucun de ces avertissements n'était secret, aucun ne nécessitait un accès spécial. Ils étaient visibles par quiconque savait ce qu'il cherchait. C'est ce qu'est cette vidéo. 9 signaux, chacun documenté à travers plusieurs crises historiques dans 9 pays différents, à travers 9 types de perturbations économiques différents, chacun observable dès maintenant, en 2026, avec rien de plus que votre téléphone, vos yeux et une routine de surveillance personnelle que vous pouvez effectuer en 45 minutes par semaine. À la fin de cette vidéo, vous allez parcourir une épicerie différemment, regarder un panneau de prix de station-service différemment et lire une notification bancaire différemment, parce que l'information a toujours été là. Commençons par le signal qui vous arrive en ce moment même chaque fois que vous faites vos courses et que vous n'avez probablement jamais remarqué. La règle avant le premier signal, un principe court et qui importe plus que tout ce que nous allons couvrir. Les crises n'arrivent pas soudainement, elles se révèlent soudainement. Au moment où quelque chose fait la une des journaux, c'est visible dans votre environnement depuis des mois. La une n'est pas une information de dernière minute, c'est le moment où le système a cessé de pouvoir cacher ce qui se passait déjà. Les gens qui s'en sont sortis lors de l'effondrement monétaire de la Hongrie en 1946, de la saisie bancaire à Chypre en 2013 et du Beyrouth qui a commencé à se fracturer au début des années 1970, ils n'étaient pas plus intelligents ou mieux connectés que les autres. Ils lisaient leur environnement alors que tout le monde autour d'eux attendait que les gros titres leur disent quoi penser. Les gros titres sont des indicateurs retardés. Ils décrivent ce qui s'est déjà passé. Votre épicerie est un indicateur avancé, tout comme votre station-service, votre application bancaire, votre pharmacie et les panneaux à vendre de votre quartier. Ces environnements diffusent des informations en temps réel sur la santé structurelle des systèmes sur lesquels repose votre vie. La compétence que nous développons aujourd'hui est la capacité de lire cette diffusion avant que les gros titres ne rattrapent leur retard. Allons-y. Allez dans votre garde-manger. Prenez un paquet de chips. Trouvez un reçu du même produit datant d'il y a 2 ans. Comparez le poids sur l'étiquette. S'il est inférieur, vous avez déjà rencontré le premier signal. C'est la réduflation. Les fabricants réduisent discrètement la taille des unités, tout en maintenant les prix stables. Cela existe aussi en temps normal, comme gestion habituelle des marges. Le signal de crise n'est pas un seul produit qui rétrécit. C'est lorsque plusieurs catégories, sans lien entre elles, s'accélèrent simultanément. Ce schéma signifie que les producteurs absorbent les explosions de coûts en amont par la réduction des unités, parce que l'augmentation des prix affichés leur ferait perdre des clients. La pression a dépassé ce que la tarification normale peut supporter. Il la relâche lentement par des emballages plus petits, comptant sur le fait que vous normaliserez chaque changement avant de remarquer le suivant. Voici pourquoi cela échappe systématiquement à la détection. Votre cerveau a évolué pour suivre le prix, un chiffre explicite qui change visiblement. Mais votre cerveau n'a pratiquement aucun point de référence fiable pour le volume. Un sac qui semble à peu près identique est enregistré comme le même produit. Les fabricants n'exploitent pas la stupidité, ils exploitent l'architecture spécifique de la perception humaine. À Budapest, en 1945, un boulanger vendait des pains plus petits au même prix. Ses clients pensaient qu'il s'agissait d'un ajustement d'après-guerre. Ils assistaient au premier acte de l'effondrement hyperinflationniste de la Hongrie en 1946, toujours le pire de l'histoire enregistrée. Les pains plus petits n'étaient pas la crise, ils étaient l'indicateur avancé. En 2026, la première vague d'impact tarifaire sur les importations agricoles s'est propagée dans les chaînes d'approvisionnement nationales. Depuis le début de cette année, les grands fabricants de produits alimentaires ont révisé les spécifications d'emballage de dizaines de lignes de produits simultanément. Cette accélération simultanée de plusieurs catégories est le signal. Photographiez le poids unitaire, pas le prix en rayon. Le poids de 5 produits réguliers chaque fois que vous faites vos courses. 4 semaines de photos vous en disent plus que 4 mois de nouvelles économiques. Une réduction est normale. 2 sur le même produit en 6 mois signifie que la pression en amont n'est pas résolue. 3 signifie que la situation s'aggrave. Le taux de changement est le signal, pas le changement lui-même.
Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. On vous a appris, la plupart du temps avec raison, à traiter chaque étagère vide comme un bruit sans importance. Une livraison a eu du retard, une variation aléatoire. Voici la distinction qui change totalement ce calcul. Une marque manquante est le problème d'un seul fabricant. 3 marques distinctes de la même catégorie de produits absentes simultanément sont un signal de distributeur. Un maillon de la chaîne d'approvisionnement est soumis à un stress suffisant pour affecter plusieurs fabricants dépendant du même réseau régional à la fois. Si Heinz est en rupture de ketchup, Heinz a eu un contretemps. Si Heinz, Huns et la marque du magasin sont tous absents simultanément, quelque chose s'est cassé dans la couche de distribution entre les usines et votre magasin. En dessous de cela se trouve une technique que presque personne ne pense à vérifier. C'est ce qu'on appelle le facing. Les employés du magasin tirent les produits vers l'avant d'une étagère pour que la section paraisse bien approvisionnée depuis l'allée. 5 boîtes alignées proprement ressemblent à un inventaire complet. Passez la main derrière ces boîtes ? Rien. 1 mètre de vide. Le magasin masque une contrainte d'approvisionnement par une présentation visuelle. La prochaine fois que vous serez dans un magasin, passez la main derrière la rangée avant dans 3 allées différentes. Ce que vous y trouverez est l'inventaire honnête. Ce que vous voyez depuis l'allée est l'histoire qu'ils veulent que vous reteniez. À la fin des années 1980, les épiciers moscovites de l'Union soviétique ont reçu l'ordre officiel de décrire toute pénurie comme une modernisation temporelle de la distribution. Derrière ce langage, les distributeurs régionaux réduisaient les expéditions depuis près de 2 ans. Les citoyens qui suivaient les modèles de catégories dans plusieurs magasins, non pas les manques individuels, mais la disparition répétée des mêmes catégories, ont constitué des réserves domestiques avant l'effondrement. Le système a chuchoté pendant 24 mois. En 2026, les catégories méritant l'attention la plus étroite sont les œufs, les huiles de cuisson, les protéines en conserve et les produits laitiers longue conservation. L'intersection des pressions sur l'approvisionnement en volailles et des structures tarifaires sur les importations agricoles a déjà créé des tensions se manifestant par des modèles de vide par catégorie dans des chaînes de vente au détail régionales spécifiques. Un autre indice, les panneaux limites de 2 par client. Ce panneau n'est pas affiché sans une conversation au niveau de la direction sur les contraintes d'approvisionnement entrantes. Le magasin mène son propre processus d'alerte précoce en public. Lisez-le. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Cessez de suivre ce que la plupart des gens suivent, le niveau atteint par les prix. Commencez à suivre la vitesse à laquelle ils changent. L'inflation normale a un rythme. 3,49 $ en janvier, 3,79 $ en juillet. Un changement sur 6 mois. Absorbé et oublié. Le stress du système a un aspect différent. 3,49 $ le lundi, 3,79 $ le mercredi, 3,59 $ 2 semaines plus tard, 3,99 $ la semaine d'après. Pas de direction constante, pas d'intervalle prévisible. Le prix danse, changeant plus vite que n'importe quel cycle de mise à jour normal, baissant parfois avant de remonter sans logique apparente. Lorsqu'un prix évolue de cette manière, l'entité qui le fixe a perdu la capacité de modéliser avec confiance ses propres coûts futurs. Les détaillants ne changent pas les étiquettes de prix à la légère, cela coûte de la main-d'œuvre et de la bande passante opérationnelle. Lorsque des changements surviennent à une fréquence inhabituelle sur plusieurs produits simultanément, toute la structure des coûts en amont est en instabilité active. Personne dans la chaîne ne peut planifier à l'avance. À Harare, au Zimbabwe, en 2007, la fréquence de révision des prix était l'indicateur avancé le plus fiable de l'effondrement qui a suivi. 6 mois avant le pic hyperinflationniste, les prix changeaient plusieurs fois par jour. Mais 6 mois avant cela, ils changeaient chaque semaine. Avant cela, tous les quelques jours. Chaque phase d'accélération prédisait la suivante. Les économistes qui suivaient la fréquence de révision des prix, et non leur niveau, ont décrit la trajectoire des mois avant que le public ne comprenne ce qui se passait. Le gouvernement a fini par déployer des inspecteurs du contrôle des prix pour geler les coûts par la loi. Voici ce qui arrive toujours lorsqu'un gouvernement supprime un signal de prix par la force. Le produit disparaît. Les marchands cessent de vendre à des prix inférieurs au coût de remplacement. Vous pouvez légiférer sur le chiffre de l'étiquette. Vous ne pouvez pas légiférer sur ce qui apparaît en dessous. Photographiez les étiquettes de prix pour les 10 mêmes produits chaque fois que vous faites vos courses. Comptez les changements par produit et par mois. 2 changements sur le même article en 30 jours est un signal d'alerte jaune. 3, c'est rouge. Tout produit atteignant 3 révisions ou plus en un seul mois possède une structure de coût en amont en plein chaos. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Les banques ont une précisément élaborée stratégie de communication. Tout ce qui n'a pas d'importance, redesign de cartes, annonce de rénovation d'agence, est communiqué haut et fort à plusieurs reprises. Tout ce qui est crucial arrive en note de bas de page, en petits caractères ou pas du tout.
Lorsqu'une banque modifie quelque chose qui affecte votre accès à votre propre argent, vous ne recevrez pas de notification proactive. Vous le découvrirez en essayant d'exercer un droit que vous pensiez avoir. 4 points à surveiller. Votre limite de retrait quotidien au distributeur. La plupart des gens ne connaissent pas leur limite actuelle réelle avant d'essayer de la dépasser. Elle peut être modifiée unilatéralement sans notification. En période de stress bancaire, les limites se contractent discrètement à mesure que les institutions gèrent plus prudemment les réserves de liquidités physiques. Deuxièmement, les délais de traitement des virements. Les virements nationaux standards sont compensés en un jour ouvrable dans des conditions normales. Lorsqu'une banque est sous pression de liquidité, ralentissant les sorties de dépôt tout en maintenant l'apparence de normalité, les délais s'allongent. Nous connaissons actuellement des délais de traitement légèrement plus longs, n'est pas un inconvénient technique. C'est une décision de gestion de la liquidité dans le langage du service client. Troisièmement, les fenêtres de maintenance. La maintenance de routine est prévisible, se déroule les nuits de week-end et est brève. Lorsque des fenêtres apparaissent les après-midi de semaine, durent longtemps ou se répètent fréquemment sur une courte période, l'institution gère quelque chose d'imprévu. Quatrièmement, les frictions au guichet lors de retraits d'espèces importants. Les banques n'ont aucune obligation légale de demander pourquoi vous retirez votre propre argent. Lorsque la question semble inhabituelle, que votre réponse suscite une hésitation, que la transaction ralentit sans raison, vous vivez peut-être un test de pression informel. À Chypre, en mars 2013, le système bancaire a été suspendu pendant 12 jours. À la réouverture des banques, les déposants ayant des comptes de plus de 100 000 € ont découvert que jusqu'à 50% de leurs fonds avaient été convertis en actions d'une banque en faillite, un bail-in, jamais utilisé auparavant dans une économie occidentale moderne. Le signal était diffusé depuis 11 mois, délai de traitement discrètement allongé, limite de retrait réduite sans couverture médiatique et retards inhabituels sur les virements importants. Ceux qui ont déplacé leurs dépôts pendant cette fenêtre ont gardé leur argent. Ceux qui ont attribué la friction à un désagrément de routine n'ont pas survécu à la crise. Connaissez votre limite de retrait réelle dès maintenant. Testez-la, notez-la avec la date d'aujourd'hui. Vérifiez-la à nouveau dans 90 jours. Le prix de l'essence est le prix à la consommation le plus surveillé en Amérique. Tout le monde suit le chiffre. Presque personne ne suit l'écart entre les chiffres. Dans des conditions de distribution normales, le prix du carburant dans une zone métropolitaine ne varie que de quelques centimes. Les relations d'approvisionnement régionales et les structures de gros qui régissent le carburant au détail créent des écarts stables et prévisibles. Lorsque cette fourchette s'élargit, quand l'écart entre le moins cher et le plus cher de votre ville passe à 30, 40 ou 50 centimes, vous n'assistez pas à une spéculation abusive. Vous assistez à une fracture du réseau de distribution. Différentes stations accèdent au carburant par différentes relations d'approvisionnement sous des pressions inégales. Certaines payent plus cher parce que leur chaîne d'approvisionnement habituelle est tendue et qu'elles s'approvisionnent auprès de sources secondaires. L'écart en dollars entre le plus cher et le moins cher mesure directement à quel point le réseau de distribution régionale est fracturé. Le diesel est le signal le plus sensible. Il alimente le transport commercial, les camions, le rail et l'agriculture. Lorsque le diesel grimpe de manière disproportionnée par rapport à l'essence ordinaire, la logistique commerciale subit une pression du côté de l'offre. Et quand la logistique commerciale est sous pression, tout ce qu'elle transporte devient simultanément plus cher et moins fiable. En Iran, en juin 2007, le gouvernement a annoncé un rationnement national du carburant. Cela a semblé arriver du jour au lendemain. En 4 jours, 12 stations-service dans les grandes villes ont été attaquées et brûlées. La réponse du public a été explosive, car l'annonce a paru soudaine. Elle ne l'était pas. Les différentiels de prix régionaux du carburant s'étaient mesurablement élargis depuis des mois. Les stations des zones périphériques avaient commencé à exiger des paiements en espèces uniquement. Des limites informelles par transaction sont apparues avant toute politique officielle. Le système d'approvisionnement diffusait la décision de rationnement depuis des mois avant que quiconque comme autorité ne veuille la nommer. Utilisez GasBuddy pour cartographier l'écart de prix dans votre agglomération. Non pas pour trouver de l'essence bon marché, mais pour suivre si l'écart s'élargit par rapport à votre base de référence. Signalez également les panneaux « Espèces uniquement » dans les stations qui acceptaient auparavant les cartes. Lorsqu'un exploitant abandonne le paiement par carte, la marge opérationnelle ne supporte plus les frais de traitement. Même signal à l'échelle d'une seule station. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Chaque produit dans votre maison a traversé au moins un océan pour arriver là. L'économie de consommation moderne consiste opérationnellement en des conteneurs circulant entre les usines, les ports, les centres de distribution et les magasins. La vitesse et le volume de ce mouvement constituent le véritable pouls de la chaîne d'approvisionnement. Pas la bourse, pas le PIB, mais les boîtes. Lorsque ce pouls ralentit, les effets mettent des mois à atteindre votre porte, mais ils arrivent systématiquement, sans exception, dans les données enregistrées. Le système reste invisible jusqu'à ce qu'il cesse de fonctionner, point auquel il annonce son échec par des rayons vides et des délais de livraison mesurés en mois. Mais un signal indirect est disponible dès maintenant sur votre téléphone.
Votre estimation de livraison Amazon est une mesure opérationnelle en temps réel de la capacité logistique dans votre code postal. Elle reflète la quantité de stock entreposé dans le centre de distribution régional desservant votre zone et la capacité de débit actuelle de ce centre. Lorsqu'Amazon ne peut plus promettre systématiquement une livraison en 2 jours dans votre zone, cela signifie que ce centre fonctionne à capacité dégradée en raison d'une pénurie de main-d'œuvre, de contraintes d'installation ou d'un stock en amont qui s'épuise plus vite que le réapprovisionnement ne peut compenser. Surveillez cela chez plusieurs vendeurs. Si des détaillants tiers dans des catégories de produits sans lien prolongent toutes leurs estimations de livraison simultanément dans votre zone, c'est un signal logistique systémique et non l'inefficacité d'un vendeur individuel. La crise de 1997 en Corée du Sud, qui a nécessité une intervention d'urgence du FMI, avait donné des signaux dans le secteur du fret pendant près d'1 an avant d'être reconnus publiquement. 2 des plus grandes opérations logistiques du pays avaient discrètement gelé l'expansion de leur flotte, différé les baux d'équipement et allongé les délais de livraison nationaux. Rien de notable individuellement, mais vu à travers plusieurs entreprises logistiques sur la même période, le schéma était clair. Le secteur du fret se contractait avant que l'économie n'admette officiellement que quelque chose n'allait pas. 5 mois plus tard, le won coréen s'effondrait et le pays se tournait vers le FMI. Examinez vos 5 dernières commandes chez différents détaillants. Notez la date de livraison promise par rapport à la date réelle. Suivez cela mensuellement. Une tendance à l'allongement, non pas un retard isolé mais un schéma constant, est un signal logistique de terrain qu'aucun analyste financier ne peut reproduire. Une annonce en français, avec une grammaire correcte et un accent naturel. Un poste républié chaque mois sans être pourvu. Un recruteur qui appelle une fois et disparaît. Vous avez probablement classé cela dans la bureaucratie d'entreprise. Parfois, c'est vrai. Mais quand ce schéma se généralise dans plusieurs entreprises de plusieurs secteurs simultanément, on appelle cela l'emploi fantôme. Et c'est un indicateur avancé mesurable de la confiance des entreprises dans l'économie à court terme. Les entreprises publient des offres d'emploi pour signaler leur bonne santé aux investisseurs, aux concurrents et aux employés. Mais elles ne procèdent réellement à des embauches que lorsqu'elles ont une confiance réelle dans leurs revenus à court terme. Lorsque cette confiance s'évapore, mais que la pression du signal demeure, l'annonce reste en ligne tandis que le budget se fige. L'emploi fantôme existe pour simuler la confiance tout en différant l'engagement. Le Bureau of Labor Statistics suit cela via le rapport JOLTS, Job Openings and Labor Turnover Survey. Le chômage est un indicateur retardé, il vous dit qui a déjà perdu son emploi. Le ratio JOLTS entre les ouvertures de postes et les embauches réelles est un indicateur prospectif. Il mesure ce que les entreprises sont prêtes à engager financièrement par opposition à ce qu'elles sont prêtes à annoncer publiquement. Lorsque ce ratio diverge fortement, vous mesurez l'écart entre la performance de l'entreprise et la réalité de l'entreprise. Au Japon, à partir de 1990, les entreprises ont continué à publier d'importantes offres d'emploi dans les grands journaux. Même alors que le Nikkei avait clairement commencé son long déclin, les massifs conglomérats Keiretsu maintenaient des publicités de recrutement pour préserver leur image institutionnelle. Derrière ces annonces se cachaient des gels systématiques des embauches. Le poste était affiché, le processus commençait, et aucun candidat n'était jamais tout à fait le bon. Cela a duré des mois après que l'effondrement du prix des actifs se soit déjà clairement manifesté dans les données. Ce qui a suivi fut la décennie perdue du Japon. L'emploi fantôme était le mécanisme par lequel les institutions affichaient publiquement leur confiance, tout en différant en privé l'expansion dont elles faisaient la publicité. Layoff.figage et TrueUp.io agrègent des données en temps réel sur les licenciements réels et les gels d'embauche à partir des annonces d'entreprise et des dépôts réglementaires. Consultez-les chaque semaine. Suivez l'équilibre entre les embauches et les départs dans les secteurs liés à votre emploi. Lorsque la fabrication et la logistique montrent la plus forte divergence entre les ouvertures annoncées et l'activité d'embauche réelle, l'économie physique signale une contraction avant que le récit dominant n'ait trouvé les mots pour la décrire. Les États-Unis fabriquent très peu de leurs propres médicaments. Environ 80% des ingrédients pharmaceutiques actifs des médicaments américains sont produits en Inde et en Chine. Ils transitent par un système d'approvisionnement en juste-à-temps optimisé pour l'efficacité des coûts avant presque tout le reste. Le juste-à-temps est efficace, il est aussi fragile. Le gain réalisé en éliminant les stocks de sécurité est acheté directement au prix de la résilience. Lorsque quelque chose perturbe la ligne d'approvisionnement, un conflit commercial, un arrêt de fabrication, un goulot d'étranglement logistique, il n'y a pas de tampon. La perturbation se transmet immédiatement aux patients à travers le système. Les ruptures de stock de médicaments suivent une séquence prévisible. La première victime est toujours le générique, à plus faible marge, le plus remplaçable. Lorsque vous demandez votre générique et que le pharmacien vous propose la marque à la place, l'approvisionnement en générique a été restreint. Ensuite, la marque passe en commande différée. 2 semaines deviennent 4, puis plus aucune date estimée. Enfin, le médicament est simplement absent sans aucun délai. Les formulations pédiatriques sont toujours l'indicateur le plus précoce. Antibiotiques liquides, antipyrétiques pour enfants, volumes les plus faibles, marges les plus étroites, moins de tampons partout dans la chaîne.
Lorsque l'amoxicilline pour enfants est simultanément en commande différée dans plusieurs chaînes de pharmacie d'une région, la perturbation s'étend presque certainement à d'autres catégories pharmaceutiques qui ne sont pas encore visibles au détail. En Allemagne de l'Est, les médicaments occidentaux ont commencé à disparaître des pharmacies environ 18 mois avant la chute du mur de Berlin en novembre 1989. Les délais d'attente sont passés de quelques jours à plusieurs mois. Les citoyens organisaient des expéditions privées de la part de leurs proches en Allemagne de l'Ouest. La cause réelle n'était pas un échec de fabrication occidentale, c'était une crise des réserves de devises étrangères de l'Allemagne de l'Est. Le pays manquait de devises fortes pour payer les importations occidentales. Les pharmacies affichaient le symptôme d'un système monétaire déjà vidé de sa substance. Le gouvernement parlait d'ajustement d'approvisionnement temporaire. 18 mois plus tard, le gouvernement cessait d'exister. La FDA tient une base de données sur les pénuries de médicaments sur fda.gov, accessible au public, continuellement mise à jour, disponible pour tous et consultée régulièrement par presque personne en dehors de l'industrie pharmaceutique. Consultez-la mensuellement, suivez le nombre total et les catégories thérapeutiques ajoutées. Lorsque la liste s'étend aux affections courantes plutôt qu'à des médicaments de spécialité obscure, vous observez un signal de la chaîne d'approvisionnement des mois avant que la plupart des gens ne comprennent ce qu'ils voient. Parlez en français, avec une grammaire correcte et un accent naturel. Les panneaux à vendre individuels ne signifient rien. Divorce, retraite, déménagement, c'est banal. Tout analyste sérieux dira la même chose, mais l'immobilier à grande échelle constitue les données économiques globales les plus honnêtes que l'environnement produise. Les prix de l'immobilier représentent le jugement prospectif collectif de milliers d'acteurs individuels sur la valeur future d'un lieu spécifique. Lorsque ce jugement collectif change, il exprime des informations que les statistiques officielles n'ont pas encore capturées. Le signal est une combinaison spécifique. L'inventaire augmente tandis que les tarifs de location chutent simultanément dans la même zone. Les propriétaires qui peuvent sortir choisissent de vendre plutôt que de conserver, un jugement selon lequel le rendement à long terme ajusté au risque ne justifie plus d'y garder du capital. Les propriétaires baissent les loyers parce que le bassin de locataires se réduit ou décline en capacité financière. Lorsque les deux se produisent en même temps, le capital intelligent s'en va. Il ne s'agit pas de vente de panique. C'est le départ discret et délibéré de personnes qui ont fait le calcul et qui n'aiment pas la réponse. L'un des indicateurs économiques avancés les plus involontairement utiles jamais créés est la structure de prix de location aller simple de U-Haul. U-Haul fixe les prix des locations aller simple de manière dynamique en fonction de l'offre et de la demande en temps réel à chaque emplacement. Lorsque de nombreuses personnes quittent une ville, l'inventaire de camions s'épuise et les prix au départ augmentent. Lorsque les gens arrivent, les prix baissent. Le différentiel de prix entre des déménagements aller simples identiques partant de villes différentes produit une carte des flux de population en temps réel qu'aucun rapport démographique gouvernemental ne peut égaler pour l'actualité. Vérifiez ce que coûte actuellement une location aller simple de votre ville vers une destination majeure. Vérifiez ensuite l'inverse. La symétrie vous indique dans quelle direction la foule se déplace. À Beyrouth, entre 1973 et 1975, les transactions immobilières diffusaient la fracture qui allait devenir la guerre civile libanaise. Plus de 2 ans avant que les premiers coups de feu ne soient tirés, les quartiers multiconfessionnels connaissaient un tri démographique discret et ordonné, les familles chrétiennes vers l'Est, les familles musulmanes vers l'Ouest. Chaque transaction individuelle paraissait ordinaire, effectuée pour des raisons déclarées banales. Personne n'était forcé. Les gens prenaient des décisions rationnelles en matière de logement basées sur le sentiment privé que l'environnement devenait moins stable. Les agents immobiliers appelaient cela un tri naturel du marché. En 1975, Beyrouth était en guerre, physiquement divisée selon des lignes qui correspondaient presque exactement au modèle démographique visible dans les données immobilières depuis 1973. Passez 15 minutes sur Zillow ou Redfin. Regardez le nombre de jours sur le marché, combien de temps les propriétaires restent avant d'être vendus, pas seulement les prix affichés. Lorsque la durée moyenne s'allonge, combinée à des réductions de prix croissantes et un volume de nouvelles annonces en augmentation simultanée, les vendeurs sont plus motivés que les acheteurs. Cette asymétrie est une évaluation prospective collective de la trajectoire de la zone. Sachez ce qu'elle dit de votre région avant que cela ne devienne un sujet aux informations locales. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. 9 signaux, 9 pays, 9 types de crises différents. L'information était visible avant chaque effondrement. Maintenant, que faire ? Voici la confrontation avec la réalité. Un cadrage honnête avant d'aborder le système. La plupart des chaînes omettent cela parce que ce n'est pas assez satisfaisant. Mais cela importe plus que presque tout ce que nous avons couvert. Aucun de ces 9 signaux, pris isolément, ne signifie quoi que ce soit de décisif. 0 d'entre eux. Les changements individuels sont du bruit. Les chaînes d'approvisionnement sont flexibles. Les marchés respirent. Les banques mettent à jour leurs infrastructures selon des calendriers normaux. Si vous traitez chacun de ces signaux comme une alarme incendie, vous deviendrez la personne qui a prédit 10 des 0 derniers effondrements économiques. Vous vous épuiserez. Votre crédibilité envers vous-même s'érodera. Et lorsqu'une véritable convergence arrivera enfin,
Vous vous serez entraîné à l'ignorer. Le schéma est le signal. Le taux de changement est le signal. Plusieurs signaux de différentes catégories convergeant dans la même fenêtre d'observation, voilà le signal. Il n'y a pas de crise économique dans les registres historiques modernes qui n'ait été précédée par un seul indicateur d'alerte. Chaque gel bancaire, chaque effondrement monétaire, chaque rupture de la chaîne d'approvisionnement ayant créé de réelles difficultés pour les civils, a été précédée par des grappes. Plusieurs catégories se détériorant simultanément. La grappe est ce qui sépare la détérioration systémique de la variation de fond. Un signal évolue de manière inhabituelle, notez-le. 2 dans des catégories différentes le même mois. Augmentez votre fréquence d'observation. 3 ou plus dans des catégories différentes au cours du même mois. Passez de l'observation à la préparation. Deuxième vérité. Même quand les signaux sont réels, le timing est difficile. Les économies supportent un stress structurel bien plus longtemps que ne le prédit l'analyse rationnelle. L'intervention politique et le déni institutionnel peuvent prolonger l'écart entre l'alerte précoce et l'impact réel de plusieurs mois ou années. Les signaux vous indiquent quelle direction prendre et à quoi vous préparer. Ils ne vous donnent pas de date précise. S'attendre à ce qu'ils le fassent est la raison pour laquelle les gens soit se préparent de manière excessive et non viable, soit rejettent de véritables schémas parce que rien ne s'est passé au moment prévu. Ce que ces signaux vous donnent, c'est du temps d'avance. Historiquement, cela a suffi. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Voici votre système d'alerte précoce personnel. 45 minutes, 3 jours par semaine. C'est tout. Le lundi est votre analyse du marché. Vous êtes déjà au magasin. Photographiez le poids unitaire ou la quantité, pas le prix en rayon, le poids, pour 5 produits que vous achetez chaque semaine. Les 5 mêmes chaque lundi, pas de substitution. Parcourez 3 allées à la recherche de vides par catégorie, des sections où plusieurs marques d'une même catégorie de produits sont absentes simultanément. Cherchez les panneaux de restriction de quantité sur 3 étagères différentes. Passez la main derrière la première rangée et mesurez la profondeur réelle de l'inventaire par rapport à ce que présente le facing. Notez tout panneau, espèce uniquement, à la caisse. 10 minutes pendant que vous y êtes déjà. Le mercredi est votre analyse numérique. 3 sources, 15 minutes. GasBuddy. Cartographiez l'écart de prix dans votre agglomération. Suivez si l'écart entre le moins cher et le plus cher s'élargit par rapport à votre base de référence, et non s'il est censé cher. La cherté est l'histoire de la une. L'écart qui s'élargit est l'indicateur avancé. Layoff.fyi. Vérifiez l'équilibre entre embauche et licenciement dans les secteurs liés à votre emploi. L'écart entre les postes annoncés et les embauches réelles s'accroît-il? Quelle est la tendance sur 4 semaines? Base de données de la FDA sur les pénuries de médicaments sur fda.gov. Le nombre total de médicaments listés en pénurie a-t-il changé de plus de 10 depuis la semaine dernière? Notez quelles catégories thérapeutiques sont ajoutées. 15 minutes. Vous avez maintenant une lecture actuelle de la santé logistique de votre ville, de la trajectoire de l'emploi dans votre secteur et de l'état de l'approvisionnement pharmaceutique du pays. La plupart des gens ne rassembleront jamais ce tableau parce qu'ils n'ont jamais pensé à regarder. Le vendredi est votre vérification bancaire. 90 secondes. Connectez-vous à votre application bancaire ou utilisez votre distributeur. Vérifiez votre limite de retrait quotidienne actuelle. Notez-la avec la date d'aujourd'hui. Comparez-la à ce que vous avez enregistré le mois dernier. Si vous ne connaissez pas votre limite réelle, découvrez-la cette semaine. Enregistrez le chiffre. Vérifiez-le à nouveau dans 30 jours. Maintenant, le système de notation. Chaque fois que vous observez un signal clair, non ambigu et définitif, pas un peut-être, pas une variation ambiguë, mais une véritable correspondance de schéma, après ce que nous avons couvert dans cette vidéo, comptabilisez un point. Une étagère avec facing où le fond était vide. La même catégorie vide pour plusieurs marques. Le même produit changeant de prix 2 fois en 2 semaines. Votre limite de retrait plus basse que le mois dernier. Le nombre de pénuries de la FDA en hausse de plus de 10. L'écart de carburant dans l'agglomération plus large que votre base de référence. Les délais de livraison Amazon s'allongeant pour plusieurs vendeurs sans lien. À la fin de chaque mois, additionnez vos points. 0 à 2 points correspondent à un bruit de fond normal. Rien ne converge. Continuez la routine. Pas de changement. 3 à 5 points signifie que quelque chose s'accumule. Portez votre stock de nourriture et de fourniture à 30 jours. Augmentez l'argent liquide que vous détenez en dehors du système bancaire. 6 à 8 points signifie que plusieurs systèmes sont sous stress simultané. Ce niveau indique historiquement une tension structurelle importante. Étendez vos réserves à 90 jours. Revoyez votre approvisionnement en médicaments, votre stockage de carburant et votre positionnement financier en dehors des institutions conventionnelles. 9 points ou plus en un seul mois constitue une convergence multisystème. C'est le seuil qui, dans l'analyse historique, précède systématiquement une perturbation majeure.
La réponse appropriée est de cesser de se préparer et de commencer à exécuter les plans que vous avez déjà élaborés. La logique n'est pas la paranoïa, elle est actuariale. La détérioration simultanée de plusieurs variables indépendantes est une corrélation qui signifie quelque chose. Une montée en puissance calibrée et systématique de la préparation en réponse à une observation quantifiée n'est pas du prepping, c'est de l'ingénierie. Parlons en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Retournons à Budapest, à l'automne 1945. Le boulanger avec ses pains plus petits. Ses clients n'étaient pas sots. Ils faisaient exactement ce que des gens rationnels font en l'absence d'un cadre pour lire les signaux environnementaux. Ils ont accepté l'explication disponible la plus rassurante, classé le changement comme un inconvénient temporaire et sont passés à autre chose. C'était une réponse tout à fait sensée. C'était aussi la mauvaise. Non parce qu'ils manquaient d'intelligence, mais parce qu'ils manquaient d'une compétence spécifique qui aurait changé leur conclusion. Cette compétence est celle que vous possédez désormais. Les gens qui ont survécu à l'effondrement monétaire de la Hongrie ont constitué des réserves avant que le pengo ne devienne du papier peint. Les gens qui ont gardé leur épargne lors du buy-in de Chypre en 2013 ont déplacé leurs comptes avant l'annonce du jour férié bancaire. Les gens qui ont fait sortir leur famille de Beyrouth avant que la guerre civile ne se cristallise physiquement sur le territoire avaient lu les données du quartier avant que le conflit n'ait un nom. Aucun d'entre eux n'a eu plus de chance que ses voisins. Aucun n'avait de meilleures sources d'information. L'information était la même pour tous. Les signaux étaient visibles pour quiconque entrait dans les mêmes magasins, utilisait les mêmes distributeurs et passait devant les mêmes stations-service. La différence était qu'ils savaient ce qu'ils regardaient. Ils ont été plus précoces. Ils ont agi avant que l'action ne devienne urgente, avant que la foule ne comprenne ce qui se passait, avant que les options qui semblaient abondantes ne se réduisent à ce qui était encore disponible au milieu du chaos. C'est tout l'enjeu. Ça a toujours été tout l'enjeu. Être en avance, rester calibré, agir proportionnellement. Ce n'est pas un retrait de votre vie. Ce n'est pas une déclaration que tout s'effondre. C'est l'application cohérente et rationnelle de la reconnaissance de schémas à votre environnement immédiat, exécutée sans drame en 45 minutes par semaine d'une manière qui vous donne un temps de décision que la plupart des gens autour de vous n'auront tout simplement pas. Les signaux sont déjà là. Certains sont diffusés dès maintenant, en 2026, selon des schémas historiquement familiers pour quiconque a passé du temps sur le sujet que nous avons couvert aujourd'hui. Vous avez maintenant passé ce temps. Ce que vous ferez de ces informations dépend et a toujours dépendu entièrement de vous. Si ce décryptage des signaux cachés de notre économie a changé votre regard sur votre environnement quotidien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à mettre en lumière les schémas historiques et les données en temps réel qui passent souvent inaperçus jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Restez informés, restez préparés et aidez-nous à faire grandir cette communauté d'observateurs vigilants. Le prochain chapitre de notre histoire s'écrit dans les rayons et aux pompes en ce moment même. Ne manquez pas la prochaine mise à jour.